bien, je pense qu'on va pouvoir commencer puisque tous nos intervenants sont là. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette conférence qui portera sur agriculture, alimentation, environnement, la boucle à boucler, comment mobiliser la restauration scolaire comme levier du bien manger solidaire. Donc, pour vous présenter un peu le déroulement, de la conférence, donc nous commencerons par une présentation de la part de nos intervenants sur une action publique portant sur la thématique de la restauration scolaire. Puis nous aurons un débat problématisé et des échanges entre nos intervenants. Puis nous ouvrirons le débat avec l'assistance et les invités présents en visio. Donc, pour cette conférence, j'ai le plaisir de recevoir Madame Nadia Chalaï, qui est chef de projet agriculture et alimentation durable à Rennes Métropole. Monsieur Jean-Jacques Guerrier, ici présent, responsable de la cuisine centrale de Bru et membre fondateur de l'association Cap Collectif. Non, Collectif Les Pieds dans le Plat, pardon. Et enfin, monsieur Jean-Marie Cochet, qui est directeur du service éducation de la ville de Brest. L'alimentation est un enjeu majeur du XXIe siècle, à la fois pour répondre aux défis environnementaux, mais également sur les dimensions économiques, sociologiques, sociales et de santé publique. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, l'alimentation demeure le premier poste responsable des émissions de gaz à effet de serre, au même titre que le transport et le bâti. Les leviers d'action se situent sur l'ensemble des étapes de la chaîne alimentaire, que ce soit la production, la logistique, le transport, la transformation, la distribution et la consommation. Le gaspillage alimentaire est également un fort angle d'attaque, puisqu'il est évalué à 1/3 des quantités produites. Une transition agricole et alimentaire est aujourd'hui nécessaire et l'ADEME a identifié 3 axes de progrès. Le premier, c'est produire mieux et proposer aux consommateurs des aliments à plus faible impact environnemental, donc par exemple des produits issus de l'agriculture biologique, raisonnée, favoriser les circuits courts. Un deuxième axe, c'est réduire les pertes et le gaspillage alimentaire. Et enfin, un troisième, modifier les habitudes alimentaires, sensibiliser les plus jeunes avec l'insertion d'un régime végétarien, de produits de saisonnalité. Et c'est surtout sur cet axe que nous allons échanger aujourd'hui. Selon le syndicat national de la restauration collective, chaque année en France, 7,3 milliards de repas sont servis par la restauration collective, publique ou privée. Elle fait entièrement partie de la culture alimentaire française. La restauration collective publique est prise en charge par différentes institutions publiques en fonction du public concerné. Les autorités organisatrices de la restauration collective sont responsables de l'organisation du service de la restauration et définissent les tarifs applicables en fonction de certains critères prévus par la réglementation. La fixation des prix est assurée par la collectivité territoriale compétente sous sa responsabilité. Nous pouvons donc ainsi voir que la restauration collective semble être un angle d'attaque majeur pour acter la transition agricole. De plus, le 30 octobre 2018, la loi Egalim est adoptée et avec elle, de nombreuses mesures concernant la restauration collective. En effet, depuis janvier 2022, il y a la volonté d'approvisionner les cantines scolaires avec 50% de produits durables et ou de qualité, dont 20% en bio. Proposer également des menus végétariens, l'abandon du plastique, davantage de transparence des produits et enfin la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour discuter de la restauration collective comme levier efficace du bien manger solidaire et plus généralement coupler les enjeux de la restauration collective avec les enjeux et les évolutions de l'alimentation actuelle. Je vais dès à présent me tourner vers nos invités et en particulier Madame Chalaï qui va nous présenter comment la métropole de Rennes, qui comprend 43 communes, se saisit de cet enjeu, quels en sont les freins et les accélérateurs à cette échelle. Madame Chalaï, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, je crois que vous ne voyez pas ma caméra, donc je m'excuse. Non. Ouais, je ne vois pas où est-ce que je pourrais l'activer, donc je vous propose de faire un masqué, je m'en excuse, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Bonsoir à tous.
L'idée, et on peut passer tout de suite sur la slide d'après, si vous voulez bien, Valentine, merci, c'est de donner effectivement un éclairage sur les travaux en cours à l'échelle de Rennes Métropole, sachant que l'introduction, là, plante déjà bien le décor. Je vais juste préciser que moi, je suis rattachée à la direction de l'économie et que j'anime en fait des travaux transversaux où plusieurs services experts interviennent également. Donc, on est vraiment dans une démarche là qui associe les 4 pôles de la collectivité. Et nous avons également un réseau d'échange avec nos communes membres. Mais là, M. Guerrier étant présent pour l'éclairage sur la ville de Bruges, je vais vraiment centrer ma présentation sur la métropole. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas la caméra, hein. Je ne vois pas où est-ce que je pourrais intervenir, mais bon. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit préambule, ensuite un focus sur la consultation citoyenne qui a été menée au printemps dernier, et puis des chiffres et des pistes d'action à l'échelle de la métropole. Juste avant d'enchaîner, juste dire peut-être que par rapport à votre sujet, la question de la solidarité en lien avec la restauration scolaire peut être aussi regardée, je pense que c'est intéressant de le dire dès maintenant, sous l'angle aussi, donc comme vous le disiez, hein, de la chaîne alimentaire, puisqu'il y a cette question de la solidarité entre les maillons de la chaîne alimentaire, donc du producteur agricole jusqu'au consommateur. Il y a des transformateurs, des distributeurs, et c'est important d'avoir en tête ces questions de partage de la valeur et de solidarité entre les maillons dans une optique de transition, et puis aussi la question des solidarités territoriales, puisque nous sommes une métropole, donc je parle pour Rennes, et que nous avons aussi donc des liens à tisser, développer avec d'autres EPCI. Et si l'agriculture et l'alimentation sont un des chantiers prioritaires du mandat, les coopérations territoriales sont un autre des chantiers prioritaires du mandat. Voilà. Je vous laisse enchaîner alors, Valentine, si vous voulez bien. N'hésitez pas à me dire. Pardon ? N'hésitez pas à me dire changer de slide. Merci. Donc l'idée ensuite, c'est juste vous expliquer le calendrier global hein, sur la slide suivante. Vous voyez que on est aujourd'hui là en 2022 à la veille de l'adoption de notre stratégie en matière d'agriculture et d'alimentation. Donc notre projet alimentaire territorial va passer en conseil métropolitain le 28 avril. Mais ce sera l'aboutissement en fait de plusieurs années de travail, hein, parce qu'on a commencé l'émergence de ces travaux depuis 2018, et donc on a eu un diagnostic des pratiques en restauration collective publique en 2019. On a eu aussi durant la phase de co-construction, donc en 2021, beaucoup de propositions en lien avec la restauration publique dans le cadre de la consultation citoyenne, mais aussi dans le cadre de la concertation institutionnelle, puisque notre projet alimentaire, on va le porter à l'échelle de la métropole avec tous les acteurs pertinents et déjà impliqués souvent sur ces questions. Donc la métropole ne fera rien seule. Et sur cette question des restaurations publiques, les communes qui ont la compétence sont bien sûr les premières intervenantes, et donc la métropole interviendra bien sûr en lien étroit avec les communes membres. Donc, les éléments de calendrier étant dit, ce que je vous propose... Ah non, il y a quand même un élément peut-être global avant d'aller sur la consultation. C'est juste rappeler donc que nos réflexions ont pour ambition politique forte de devenir un territoire zéro pesticide de synthèse. Le zéro à sauter, c'est dommage, puisque c'est un territoire zéro pesticide de synthèse que nous voulons être donc en 2030. Rappeler que nous avons 43 communes membres, ça fait plus de 450 000 mangeurs. Donc, habitants qui sont concernés personnellement par ces questions d'alimentation, hein, et rappeler que nous sommes un territoire agricole puisque nous avons 56% de notre superficie qui est en zone agricole. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Nous avons mené nos réflexions autour de 4 enjeux qui nous semblent importants pour le territoire, et par rapport à la thématique de ce soir, on peut se dire que la restauration publique est à la croisée de ces enjeux, puisque quand on réfléchit à la démocratisation de l'accès une alimentation saine et de qualité, eh bien, on parle restauration publique. Quand on réfléchit sur le lien entre production et consommation locale, bien sûr, la restauration publique est un levier important. Et puis enfin, la restauration publique, ce sont des débouchés pour les agriculteurs de nos territoires, pour les transformateurs, qu'ils soient artisans ou industriels. La restauration publique, évidemment, est un marché. Donc, si on veut encourager la sortie des pesticides, bien sûr, il faut travailler sur le maillon agricole, mais il faut aussi travailler sur les débouchés économiques
pour être dans la réalité. Hein. Notre système alimentaire, aujourd'hui, il est mondialisé. Donc, on ne peut pas réfléchir à un PAT juste en pensant voilà, que Rennes Métropole. On est intégré dans un système alimentaire mondial. Voilà. Donc, sur la consultation citoyenne, vous retrouverez tous les éléments en détail sur le site de la Fabrique citoyenne. Là, l'idée, c'est juste de vous donner un focus sur quelques éléments en lien avec le sujet de ce soir. Et donc, ce qu'on peut retenir sur les slides suivants. Donc, voilà, juste rappeler que cette consultation, c'était la première consultation à l'échelle métropolitaine et qu'elle a été vraiment suivie avec plus d'1 millier de répondants au questionnaire et puis plus de 60 participants aux ateliers. Les participants ont fait part de beaucoup d'attentes, de demandes à l'échelle, à l'égard de la métropole. Et sur le slide suivant, ce qu'on voit, c'est que la restauration collective publique est vraiment identifiée par les consommateurs, les habitants, comme un moyen important de sensibiliser au bien manger, de démocratiser cette alimentation saine, durable. Et c'est aussi, bien sûr, donc, ce qu'on disait, hein, un débouché pour l'agriculture locale. Donc, les exigences, elles étaient de 4 ordres. D'abord, la nutrition santé dans l'assiette. Ensuite, le plaisir. Les enjeux de durabilité également par rapport aux modalités de production de cette alimentation. Et puis enfin, la question de l'ouverture, de la découverte des nouveaux goûts, des nouvelles recettes. Et donc, en termes de levier d'action, ce qui nous a été fortement suggéré, c'était de réfléchir à des moyens de s'approvisionner localement, même si dans les marchés publics, effectivement, on a des contraintes, des règles qui peuvent rendre difficile l'achat local. Mais à la toute fin, je vous proposerai de découvrir le projet Terre de Source ultérieurement. Et ça, c'est une innovation de notre territoire, donc portée par la collectivité Eau du Bassin Rennais, qui est une vraie solution pour cette question du localisme en fait, dans les achats publics. Autre piste d'action, c'est celle de former les professionnels de la restauration collective quand c'est utile, et sachant qu'ils peuvent se former les uns les autres. Hein, Monsieur Guerrier pourra en parler. Et puis enfin, la question des investissements dans des équipements adaptés pour pouvoir justement faire cette cuisine plus durable, plus faite maison, moins ultra transformée. C'est ce qu'attendent les consommateurs du territoire. Et donc sur la slide d'après, justement, on voit que ce sont les pistes d'action qui nous ont été soumises. Hein. Privilégier les produits locaux, éviter l'ultra transformé, lutter contre le gaspillage alimentaire, privilégier les produits biologiques. Alors oui, on a les obligations de la loi Egalim, mais on peut aussi envisager de dépasser les objectifs légaux, développer l'offre végétarienne et privilégier les produits sous signe de qualité. C'était les premières réponses des répondants au questionnaire. Sachant que la restauration collective, c'est, comme vous le disiez, la restauration scolaire. Et donc, les communes, pour le primaire, sont importantes. Mais on a aussi, en fait, en restauration collective publique, les collèges, les lycées, qui sont gérés par les départements et la région. On a aussi le CHU, les CROUS. On a beaucoup de leviers, en fait, qu'on pourrait activer en matière de restauration publique. Ensuite, on peut... Voilà, juste redire un petit peu, grâce à ce schéma-là, ce que vous avez très bien présenté en introduction, hein, c'est que si on se situe dans une optique de transition agricole et alimentaire, il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est que la restauration scolaire, dans le schéma, c'est au milieu là, du petit dessin, est donc bien à la croisée des changements des habitudes alimentaires de la population, de la transition agricole qui doit valoriser ces produits dans des débouchés qui sont plus rémunérateurs puisqu'il y a des efforts faits pour changer les pratiques, et donc la restauration scolaire pourrait être ce levier. Et puis on n'oublie pas que les industries agroalimentaires sont aussi des acteurs à impliquer activement parce que certes il faut lutter contre le surtransformé, l'ultra transformé, mais le pain, c'est déjà de la transformation. Donc, si on veut une vraie transition, il faut embarquer tout le monde. Et les industriels sont aussi des acteurs qu'il faut accompagner dans cette optique-là de solidarité. C'est se dire qu'il faut accompagner les transitions chez chacun des acteurs. Et il faut travailler avec tout le monde, évidemment. Donc ça, c'était la présentation rapide de ce qui concerne la consultation citoyenne. Concrètement, à l'échelle de Rennes Métropole, quelles sont les pratiques dans nos restaurations collectives municipales et quelles pistes d'action? Alors, on a fait un état des lieux en 2019
qui est déjà un peu daté, mais on avait eu 84% de taux de retour et des contenus intéressants. À retenir, c'est qu'on a, dans les retours qu'on a eus, on a comptabilisé 269 établissements qui pourraient être donc impliqués, embarqués dans cette action-là du PAT, et plus de 28 000 repas étaient déjà identifiés. Donc, avec des communes qui ont des grosses, donc des 28 000 repas par jour. Hein. Donc, des communes qui ont des grosses productions chaque jour, et puis des communes avec des productions moins importantes, mais tout de même à associer. Et donc, des restaurations publiques qui peuvent être les écoles, donc maternelles, élémentaires, des crèches aussi. Donc, 90%, c'est de la petite enfance, mais il y a aussi des restaurants administratifs, des EHPAD, qui peuvent être aussi des lieux où on peut travailler sur cette qualité de l'alimentation. Ensuite, ce qu'on peut retenir de ce diagnostic, c'est qu'en 2019, nous avions déjà une partie importante de nos communes à l'échelle de la métropole qui était très avancée concernant les critères de la loi Egalim. Donc 72% d'entre elles proposaient déjà en 2019 20% de produits bio, et pour la moitié d'entre elles, elles étaient déjà à 50% de produits de qualité. Il y avait même, donc vous avez vu, 86% de communes qui mettaient déjà une fois par semaine un plat végétarien au menu. Donc clairement, aujourd'hui, l'idée, ça va être de continuer à accompagner les communes pour qu'elles avancent, mais on avait déjà un très bon départ. Et puis quand même des freins cités au moment de ce diagnostic qui étaient relatifs à des besoins pour mieux rédiger les marchés publics, pour mieux connaître les expériences et voilà, ce qui se fait ailleurs. Dans les freins cités, il y avait aussi des budgets donc restreints, effectivement, parfois dans certaines communes, manque de connaissance des produits ou des fournisseurs disponibles alors, localement ou en bio sur certaines filières de qualité, on va dire. Donc, quand même, des freins sur lesquels on peut travailler. Et donc, on arrive à la dernière slide, qui est celle qui présente voilà, les pistes d'action pour la métropole. Donc, comme je vous le disais, on va adopter notre stratégie. Il y aura des éléments détaillés que vous pourrez consulter sur le site internet de Rennes Métropole, je pense, dès le mois de mai. Mais dès aujourd'hui, on sait qu'on veut accompagner les communes pour améliorer leurs pratiques en restauration collective. Donc, grâce au financement du plan de relance, on a obtenu le financement d'un poste pour venir accompagner les communes de la métropole en fonction de leurs avancées, de leurs priorités, de leurs attentes. On va proposer des ateliers d'échange d'expériences, de co-formation entre les communes qui ont les mêmes problématiques. On va mettre à jour régulièrement avec les communes les tableaux de bord, alors sans rajouter une couche et peut-être en utilisant des tableaux de bord qui seront proposés au niveau national. Enfin, on va voir comment faciliter cela. Et puis, on va organiser aussi des visites d'interconnaissance entre les acheteurs dans les communes et les producteurs locaux. Parce que ça, c'est une demande partagée des communes et des professionnels agricoles et des transformateurs en circuit court, par exemple. On va continuer à s'impliquer dans le projet Terre de Source, porté par la collectivité Eau du Bassin Rennais. Et donc là, je vous invite, parce que je ne vais pas détailler là, mais à aller découvrir sur les sites internet ce projet, qui est un très beau projet reconnu nationalement comme une innovation intéressante, puisqu'il permet de travailler et sur l'accompagnement des transitions agricoles chez les agriculteurs, et sur la qualité de l'eau, et aussi sur l'approvisionnement durable en restauration collective. Voilà, c'est un teasing, j'en dis pas plus. Et j'espère que je n'ai pas été trop longue sur les 10 minutes qui m'étaient octroyées, Valentine. Merci beaucoup, Madame Chalaï. Et non, au contraire, vous avez parfaitement respecté le temps de parole. Alors, merci beaucoup pour cette intervention très riche. Et je vous propose à présent d'écouter Monsieur Jean-Marie Cochet pour avoir une vision similaire, mais plus à l'ouest, puisque nous allons à présent parler de Brest Métropole. Monsieur Jean-Marie Cochet, est-ce que normalement vous pouvez prendre la parole? Est-ce que vous êtes... Ça défile quand même très vite. Est-ce que nous avons perdu... Ah non, je l'ai vu. Ah, c'est super compliqué. Oui, oui. Voilà, je suis désolée, monsieur Cochet, je ne vous avais pas autorisé à parler. Pardon. Donc là, c'est bon du coup pour vous? Oui. Très bien. Comme ma collègue, je pense que vous ne nous avez pas autorisé à mettre notre caméra, du coup, on ne voit pas, donc désolé, il faudra l'imagination.
Du coup, je peux y aller? Oui, bien sûr, la parole est à vous et je suis vraiment désolée pour le... Ah, attendez. Bah, autoriser l'enregistrement. Je pense que vous m'entendez toujours et vous allez peut-être même pouvoir me voir. Donc, je vais commencer Oui. et puis si ça fonctionne, vous me direz. D'accord? Donc peut-être pour faire rapidement déjà resituer peut-être. Donc moi je suis directeur d'éducation. On est fusionné entre la ville de Brest et la métropole. Par contre le périmètre de la restauration scolaire n'est que sur la ville. Donc Brest, 140 000 habitants, on a 7 000 enfants scolarisés dans le public, la restauration scolaire, ça représente à peu près 6 000 repas par jour, pour faire très vite et donner quelques repères. On a une organisation donc avec une cuisine centrale qui est sous forme de délégation de service public. Et je le dis tout de suite, notre organisation, elle repose aussi sur un partenariat fort avec une association qui s'appelle la Maison de l'Agriculture Biologique, qui nous accompagne, et j'y reviendrai, nous accompagne notamment beaucoup dans la structuration des filières agricoles qui permettent d'atteindre les objectifs de qualité dont je vais vous parler. La politique, du coup, en termes de restauration scolaire à Brest, elle est issue directement, si je vais un peu en entonnoir, elle est intégrée en fait dans notre projet éducatif et citoyen, qui est le document cadre et la politique globale que nous avons dans le domaine éducatif. Plus largement, du coup, ça s'intègre, j'y reviens pas parce que du coup, nos interventions sont très complémentaires, mais sur un travail qui est fait à l'échelle de la métropole, par ailleurs, à Brest, sur un plan alimentaire métropolitain. Et donc, la politique de restauration scolaire en tant que telle, c'est un axe qui est très, très fortement porté depuis longtemps sur Brest et qui donc repose en gros sur un socle assez fort qui se résume en une phrase: donner des repas de qualité et les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc là-dedans, vous voyez deux piliers, ce qu'on appelle nous un pilier en gros plutôt qualité de l'assiette et un pilier social. Pilier social, donc qui repose sur une tarification, c'est le cas dans beaucoup de grandes villes évidemment, qui est liée aux revenus. Une de nos spécificités, c'est que la première tranche chez nous est gratuite. Donc les premières tranches de quotients familiaux sur Brest ne payent pas le repas le midi, ce qui est évidemment un effort très conséquent qui est fait. Et puis sur la partie qualité de l'assiette, puisqu'il faut quand même dire quand on fait des choses bien, sur la restauration scolaire, on fait partie des grandes villes qui ont atteint en fait des objectifs vraiment très élevés, puisqu'on devrait atteindre là à l'été 2022 un taux de 80% de bio et dépasser les 50% de local. Donc sur des volumes, comme je vous l'ai décrivé tout à l'heure, c'est assez rare à notre connaissance. Et vous me voyez, donc c'est parfait. Donc je disais, pilier social, pilier qualité de l'assiette, qui va en plus s'accroître, puisqu'on va passer là, au moment du renouvellement de notre délégation de service public, à 100% de durable et 80% de bio. 100% de durable, donc 80% de bio. On pourrait y revenir plus en détail sur les questions, notions de pourcentage de bio et les limites que ça a quand on commence à atteindre des taux aussi élevés que 80%. Ça, c'est les deux piliers socles. On a deux autres axes qui sont assez forts chez nous. Un pilier qu'on dit économique, qui relève donc de la structuration là, des filières agricoles. Ça fait depuis longtemps partie de l'ADN de la politique brestoise. C'est ce qui nous permet, en fait, au-delà du fait qu'on est dans une région agricole, d'atteindre de tels taux en fait, de pourcentage sur des volumes aussi importants. C'est parce qu'il y a un travail en fait depuis longtemps, je le disais, avec la Maison de l'Agriculture Biologique, qui travaille du coup avec notre délégataire en fait sur directement aller chercher des producteurs à qui on garantit des volumes et qui du coup permettent au fur et à mesure, ça prend beaucoup de temps, de sécuriser peu à peu des filières de production en fait bio et qui donc permettent d'augmenter peu à peu nos objectifs, quoi. Ça, c'est la filière, le pilier un peu économique et structuration de filière de notre politique. Et puis le pilier éducatif, alors là, je le parle au sens vraiment éducation à l'alimentation, à une alimentation saine.
puisque nous, on englobe un peu tout dans une logique éducative, mais sur l'aspect réellement transmission, on va dire. Donc là, de façon assez classique, hein, mais toutes les villes ne le font pas, on déploie voilà, des animations et des sensibilisations auprès des enfants. Mais ça, on pourrait y revenir plus en détail si nécessaire. Je finis quand même avec dire qu'il y a certains objectifs qui sont moins mis en avant politiquement, mais qui sont toujours évidemment essentiels. Je pense d'abord à des choses qu'on oublie parfois, c'est la continuité de service et la sécurité alimentaire, parce que en fait, ça, quand ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais alors le jour où, par contre, on a un bug là-dessus, évidemment, c'est majeur, quoi. Donc, c'est la chose un peu qu'on oublie toujours, mais le premier succès d'une restauration scolaire, c'est quand même de pouvoir servir, pour nous, 6 000 repas tous les jours, et sans avoir aucune alerte d'un point de vue contrôle vétérinaire, parce que, de notre côté, nous n'avons pas eu depuis de très nombreuses années. Et pour finir sur les aspects qui sont importants, mais qui parfois voilà, sont pris de façon un peu plus secondaire, l'aspect insertion qui là s'inscrit à Brest comme ailleurs dans une globalement plus politique d'achat public, donc avec des clauses d'insertion qui sont importantes nous, sur le marché de restauration scolaire. Et puis, les autres enjeux environnementaux que la qualité de l'assiette, on y reviendra peut-être, mais la loi Egalim, elle porte aussi des choses qui sont évidemment pas négligeables, la collègue de Rennes en a parlé, sur les contenants, les emballages, et voilà, avec des objectifs et des questions de structuration de filière, là, qui dépassent un peu pour le coup ce qu'on peut faire au niveau d'un territoire local, hein, structuration d'une filière biosourcée ou d'autres types d'emballage. C'est des choses sur lesquelles on a moins la main au niveau local et qui sont donc, mais qui sont évidemment importants quand on parle de restauration scolaire. Voilà sur le panorama un peu global. Je pense que c'était le but de l'exercice d'avoir une présentation un peu globale. Je pense que je suis pris à 10 minutes. Presque, donc c'est parfait. Et puis de toute façon, je vous redonnerai la parole en effet lors du temps de débat. Et puis merci beaucoup pour cette intervention qui nous donne en effet une vision très complémentaire de l'intervention de Madame Chalaï. Et je me tourne à présent vers notre dernier intervenant, Monsieur Jean-Jacques Guerrier, qui va nous parler d'une action publique trilocale et qui illustre parfaitement la thématique, puisque vous allez nous présenter la cuisine centrale de Bru, qui est passée à 100% de produits bio. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Jacques Guerrier, responsable de la cuisine centrale de Bru. Je suis aussi membre fondateur d'une association, le collectif Les Pieds dans le Plat. Donc, c'est important parce que c'est en lien aussi avec ce qui a été dit. Hein. Et Nourrir l'avenir, une SKIC qui a été créée aussi. Et donc, je suis cuisinier formateur aussi, avec des diététiciennes. Pour l'objectif est d'introduire des produits bio et locaux en restauration collective, avec propose principalement des plats en protéines animales. Donc voilà, avec une approche, moi, que j'ai, c'est sur le goût, une approche sur l'éducation, sur la physiologie du goût, comprendre un peu, on a été formé au goût pour rétrocéder à notre tour ça, et comment le pratiquer concrètement en cuisine, comment faire en sorte que ça passe de bon à très bon, alors qu'il n'y a pas de viande. C'est un peu une des problématiques aussi. C'est compliqué, c'est parce que c'est pas notre culture, et puis il y a des viandards. Donc, on voit bien que... donc à Bru, on nourrit 1350 enfants. Effectivement, depuis plusieurs années, on est en 100% bio, et puis bien sûr, ça n'aurait pas de sens si on n'était pas aussi avec une grande partie en local. D'ailleurs, à 800 mètres de la cuisine centrale, il y a nos producteurs, Clos Renault, il y a 3 producteurs là, qui sont là. Une grande serre immense, une multi-chapelle, on appelle ça, pour les légumes aériens, les légumes feuilles. Pour les légumes pleine terre, il y a aussi un autre producteur qui est en plein champ. Et pareil, on fait une planification avec Manger Bio 35 et Biocop aussi pour la partie épicerie. Et donc, on fait une planification pour que les agriculteurs, les producteurs, enfin les maraîchers, puissent planifier. Et puis nous, du coup, on s'engage derrière à prendre leurs produits. Donc, c'est un autre rapport, du coup, par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant en restauration collective conventionnelle.
c'est que ces gens-là, on ne peut plus leur dire non, non, t'es trop cher, machin. Il y a un autre rapport aussi avec le producteur, puisque pour certains, c'est devenu des copains. Donc, quand ils viennent, s'ils amènent leurs produits, et puis on les invite à boire un café, et puis du coup, on discute un peu. Le gars de la légumerie discute concrètement avec celui qui a produit le légume, et là, ça reprend un peu du sens. Je dis, j'ai combien de temps là? Une dizaine de minutes. Ok, parce que moi, je suis bavard aussi. Et du coup, ça reprend un peu du sens, même si nous, on explique ce qu'on... Enfin, on fait la promotion de ce qu'on a fait, bien sûr, à Bru, 100% bio, dans une cuisine centrale, mais en même temps, on dit à ceux qui nous appellent, parce qu'on est assez sollicités, ne reproduisez pas forcément ce qu'on a fait avec une cuisine centrale. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que, avant même de parler du côté économique, c'est que nous, les mangeurs, on a besoin, pour être en bonne santé, de manger de l'ultra fraîcheur, cuisiné au dernier moment. Et souvent, la cuisine centralisée ne permet pas ça. Et donc, on parlait d'éducation tout à l'heure, on peut dire, des formules choc comme ça, on ne socialise pas un enfant avec une alimentation industrialisée. Donc ça, c'est pour nous pas possible. Et la problématique éducative, je suis cuisinier, mais je parle beaucoup plus d'éducation et d'agriculture, parce que j'ai appris aussi, j'ai appris à prendre du recul par rapport à cette question-là, faisant partie d'une association, mais pas que, en reprenant mes études aussi basées sur la sociologie à l'université, avec un DEPS, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la recherche-action, enfin, bref. Et j'ai fait un mémoire là-dessus, sur la place du cuisinier et l'éducation au goût. Et donc, c'est important d'avoir cette notion-là que nous, les mangeurs, je répète, on a besoin de manger de l'ultra fraîcheur cuisinée au dernier moment. Notre parrain de l'association, le collectif Les Pieds en Place, c'est Olivier Rollager. Et lui, il dit, j'aime bien les formules choc comme ça, il dit, cuisiner, c'est un acte d'amour, cuisiner, c'est prolonger la vie de l'autre. Et ça, on l'a un peu oublié. Moi, j'aime bien, en tant que cuisinier, ça me va bien. Si je suis devenu cuisinier, c'est pour ça. C'est pour faire plaisir aux autres et puis pour... moi, j'ai 2 enfants, une fille qui a 27 ans et une qui a 24. Et donc, quand je leur offre des cadeaux, c'est toujours à bouffer. Des produits de très haute qualité. Bon, bref, parce que voilà, c'est important pour moi. On a vu pendant le Covid, les priorités, c'était quoi? C'était de se nourrir et le transport des aliments. Donc, on a pu constater quand même que l'argent, ça ne se mange pas. À un moment donné, nous, on est constitué de 70% d'eau. La qualité des aliments, l'eau qu'on respire, l'eau qu'on boit et l'air qu'on respire, c'est super fondamental. Et les terres et la qualité des terres, il y a le même microbiote dans les terres que dans notre estomac, si on analyse un peu ces choses. Donc pour moi, vous avez bien compris, l'acte alimentaire est fondamental. Et l'éducation au goût auprès des enfants l'est tout autant. Il y a d'ailleurs la Neige, je ne sais pas si vous connaissez la Neige, l'Association nationale d'éducation au goût des jeunes, qui milite pour que l'éducation au goût rentre au sein de l'éducation nationale dans les programmes. C'est un monsieur Jacques Puiset qui a créé l'Institut européen du goût à Tours, qui a travaillé avec l'éducation nationale sur ces questions-là. D'ailleurs, il y a sur les programmes des CE, CM, il y a déjà des choses qui sont faites. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important de travailler en parallèle, parce que moi, à ma place de cuisinier, j'ai beau faire les meilleurs plats du monde, s'ils ne sont pas accompagnés, ils iront à la poubelle. Et une autre chose qui est importante, c'est qu'un enfant, il mange autant parce que le produit est de qualité que parce qu'il identifie la personne qui est à l'origine de son repas. C'est-à-dire que souvent, nous, en cuisine centrale, on le constate, il y a du gaspillage alimentaire. Vous avez vu, je raccroche un peu toutes les notions qui ont été... Et moi, je le vois concrètement. Si on a du gaspillage, et c'est l'ADEME qui le dit, vous avez des chiffres précis sur les grammages gaspillés à l'ADEME. Quand on est une cuisine satellite comme nous, une cuisine centrale, il y a beaucoup plus, je crois que c'est 25% de mémoire, de gaspillage alimentaire que quand on fait la cuisine sur place. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. La question des protéines végétales, plus que, en fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il faudrait que ce qu'il y a dans notre assiette, ça ressemble à ce qu'il y a dans les champs. Et là, on voit bien, actuellement, il n'y a plus, au niveau de la perte de biodiversité, il y a 4% d'animaux sauvages et tout le reste, c'est des animaux d'élevage et des animaux domestiques. Donc, à un moment donné, il y a trop d'animaux domestiques qui dégagent du méthane, du protoxyde d'azote, et tous les gaz à effet de serre qu'on connaît.
Donc voilà, c'est un peu diffus, mais quand même, tout est lié. On voit bien que toutes ces questions-là sont liées. Bien sûr, on est au fait des rapports du GIEC. Donc, on essaie de fonctionner en pyramide. Hein. Il se passe au niveau global, au niveau national. Ça doit se retranscrire au niveau local, et notamment à Brûme. Donc, ça prend du sens, ça donne du sens quand on comprend toutes ces questions-là, et de la décarbonation aussi de notre pays, mais de la Terre en trèfle, au niveau national, avec le Shift Project, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Sciences Po Paris, ça a dû être présenté pour la première fois, je crois. Et donc, toutes ces questions-là, toute cette lecture-là, physique de l'économie plutôt qu'une lecture économique de l'économie, ça permet vraiment de comprendre un peu aussi quels sont les enjeux, et de manière un peu différente. Donc, c'est tout ça un peu, je vous le livre un peu pêle-mêle, mon PowerPoint, il est un peu dans ma tête, vous voyez bien. Et donc, on pourra plutôt parler, on parlera du prix, je pense, mais on pourra plutôt échanger après, quand il y aura des questions par rapport à toutes ces questions-là. Je suis désolé, je vous ai livré un peu comme ça. Mais c'est comme ça dans ma tête, je suis désolé. Je fais des cartes mentales, elles sont pareilles, c'est le bordel pareil. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention, et merci à tous pour toutes vos présentations très riches. Et j'invite à présent Lucie Tardieu, étudiante au master GMT avec moi, pour la partie discussion et débat. On te voit si tu vois, c'est bon. Ok, super. Alors, moi, j'ai une première question. En effet, vous en avez parlé, vous l'avez évoqué. Un des freins généralement identifiés pour le passage du 20% de produits bio dans la restauration scolaire, c'est souvent le prix. Et vous dites que le passage en bio n'a pas généré de surcoût. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment c'est possible, parce que c'est vraiment un frein identifié par la plupart des personnes. Alors, c'est un peu complexe. Nous, déjà, à Bru, on était riches. Il y avait un peu de thunes. Donc, déjà, on partait pas de... C'est ça qui nous a permis de passer en bio. Et puis, il y a eu une validation politique qui a dit, on baisse pas le prix. Les parents payent le même prix, c'est-à-dire il y avait 14 tranches d'impôts, et donc les gens payent de 1 euro à 4 euros, je crois, de mémoire, en gros, hein, selon leur taux d'imposition. Et donc, on a 2,40 euros pour fonctionner, bon, ce qui est correct pour fonctionner en bio. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je connais beaucoup de restaurations qui ont 1 euro de moins. Sauf qu'après, ça ramène au juste prix de l'aliment. C'est quoi le juste prix d'un aliment? Il y a des petites vidéos qui ont été faites sur Internet, vous trouverez ça, le juste prix, qui sont très très bien faites. En fait, quand on paye 1,40 euro, on ne paye pas le vrai prix des aliments. Parce qu'il y a des marges arrière, parce que c'est des prix subventionnés par la PAC. Et puis, ça ne tient pas compte des prix des pollutions de l'eau, des algues vertes, des coûts hospitaliers, tous les coûts de santé publique. Tout ça, ça ne prend pas forcément en compte tous ces prix-là. Si on prend, alors c'est sûr, quand il faut payer, quand c'est la ville qui paye, c'est sûr que ça coûte cher. Mais si on prend du recul et qu'on voit ça à l'échelle d'un territoire, eh ben, au niveau du territoire, ça coûtera de toute façon moins cher. Parce que les gens tomberont moins malades. Il ne faut pas oublier qu'on est ce qu'on mange. C'est ce que je disais au début. Hein. Si on est des filtres. Hein. Si on se met, c'est intime de manger. Hein. Et donc, si on se met des aliments de très haute qualité à l'intérieur du corps, c'est obligé que ça va être bénéfique. Donc la question du prix, pour moi, elle est celle-là. Après, c'est beaucoup des validations politiques qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Nous, on a été force de proposition dès au début auprès ça fait 17 ans que je suis à Bru, et au début, on avait les mêmes prix. Alors, maintenant, il y a des augmentations un peu mondiales du tarif des céréales, et puis c'est pas fini. Pareil qu'il y a une petite guerre. Donc, je pense que ça va être très problématique, d'autant que si vous vous intéressez au Shift Project aussi, la question de l'énergie, les énergies vont être de plus en plus chères, parce que de plus en plus rares. Et donc, tout ça, ça va avoir un impact sur le coût des matières premières.
Mais en tout cas, pour l'instant, la question du prix, pour moi, elle est fondamentale. Hein. Mais quand on la met en perspective avec le vrai prix total de ce que coûte un repas, nous, à Bru, on a en gros, si j'ai ça dans mon truc que je pourrais vous dire, en gros, c'est 2,40 € de matières premières. Il doit y avoir 1,60 € de personnel et 58 centimes ou 60 centimes de frais généraux. Frais généraux, c'est eau, gaz, électricité, contrat, tout ça, qui fait à peu près 4,65 €, vous ferez le calcul, mais 4 €, je pourrais vous donner plus précisément, 4,65 € sortis de la cuisine centrale. Si on rajoute le transport, et puis après on rajoute les gens qui accompagnent les enfants sur le temps du midi, les ATSEM, les animateurs, les animateurs et puis les agents de restauration, plus l'administratif un peu, les bâtiments, tout ça, on peut arriver à entre 8 et 11 €. Donc ça veut dire que 2,40 € par rapport à 1 €, il n'y a qu'un euro d'écart. C'est pas là qu'est la difficulté, d'autant que nous, on aime bien contribuer au fait que le paysan qui travaille il soit rémunéré correctement par rapport au travail qu'il peut faire. Merci beaucoup. Et du coup, oui, un autre frein identifié, vous en avez parlé, c'est le portage politique. Et du coup, peut-être là, je vais davantage me tourner vers Monsieur Cochet et Madame Chalaï pour nous dire, en tant que métropole, comment se fait ce portage politique et comment on accompagne les communes dans des démarches qui sont souvent compliquées, où il y a un certain manque de connaissances. Voilà, comment on accompagne les communes. Monsieur Cochet ? Oui, allez-y, Madame Chalaï, comme vous voulez. Oui, bon, je veux juste dire, parce que c'est vrai que nous, on est justement là dans cette phase de structuration de comment la métropole pourrait intervenir aux côtés des communes. Donc, c'est tout nouveau en fait, hein, mais ce qui est ressorti là des travaux dans le cadre du réseau d'échange entre la métropole et ses communes sur ces questions, c'est que oui, il y avait une attente des communes. Par contre, la métropole, parce que certains de ses services sont mutualisés avec la ville de Rennes, la métropole ville de Rennes n'a pas toutes les réponses, et au contraire, l'idée, ce n'est pas de dupliquer ce qui se fait, parce qu'il y a quand même une action, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais importante à l'échelle de la ville depuis 2017, avec le plan alimentaire durable. Il y a une action importante qui a été menée, mais ce qui se fait sur la ville ne peut peut-être pas se faire dans d'autres communes, parce que justement, on est là sur la ville de Rennes, sur plus de 10 000 repas quotidiens, avec une cuisine centrale, et les problématiques ne sont pas les mêmes qu'à la Chapelle des Fougerets ou à Cornu. Du coup, les questions ne sont pas les mêmes, et on voit avec Bru qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est plus en fonction des attentes des communes, de leurs priorités politiques, de leurs attentes, les accompagner pour qu'elles puissent avoir accès soit à des formations, soit à des échanges avec d'autres communes qui ont les mêmes problématiques, celles qui sont par exemple en gestion déléguée, qui voudraient revenir en régie, bien qu'elles puissent en échanger avec des communes qui ont fait la même chose, qu'on puisse les accompagner en fonction de leurs demandes. Et, vraiment, nous, l'idée, c'est d'être là aux côtés des communes pour maximiser, on va dire, leurs efforts en fonction de leurs attentes et des priorités politiques, parce que aussi il peut y avoir des situations différentes, financières aussi pour la population, qui n'est peut-être pas, la même en fonction des communes. Il n'y a pas les mêmes revenus que dans le cœur de métropole, parfois peut-être en moyenne. Et donc, insister sur le fait que les freins financiers peuvent être importants, et dans notre consultation citoyenne, pour la question de la restauration collective, mais en général, pour la question de l'accessibilité à l'alimentation, ce qui est ressorti aussi, c'est attention à avoir bien ces questions quand même des freins financiers à l'esprit, parce que ce n'est pas forcément si simple. Et on sait que dans notre consultation, par exemple, ceux qui ont répondu, ce sont ceux qui sont déjà sensibilisés aux questions d'alimentation durable, qui sont préoccupés par ça. Alors, on a fait un panel complémentaire pour essayer de limiter ce biais et essayer de toucher toutes les catégories, mais on a eu une surreprésentation des CSP+, vivant en milieu urbain dans notre consultation. Et ça, il faut qu'on en ait conscience aussi, parce que la métropole doit accompagner les communes dans leur diversité. D'un point de vue technique, voilà ce que je peux dire. J'espère que ce n'est pas trop bateau. Et c'est vraiment l'idée, c'est accompagner en fonction des spécificités. Pour compléter, oui, peut-être. Alors,
Moi, je ne parlerai pas parce qu'on est une cuisine centrale, comme je vous le disais, qui est sur la compétence, elle est sur la ville de Brest, donc on n'a pas d'accompagnement en tant que tel. Par contre, je pense qu'au-delà des communes du territoire, on a quand même une cuisine centrale a un effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'à un moment, on parle là des communes autour, mais il y a l'enseignement privé, il y a éventuellement grands opérateurs, nous à Brest, il y a l'armée, enfin, ouais, il y a d'autres grands pourvoyeurs en fait derrière. Et une cuisine centrale, si vous voulez, nous à Brest, elle est calibrée pour produire 11 000 repas. La restauration scolaire, on concerne 6 000. Donc il y a une capacité du délégataire à aller chercher des clients extérieurs. Or, quand un délégataire il produit déjà 6 000 repas sur un standard très élevé en termes de qualité, ce qu'il peut proposer du coup au reste du territoire en termes de repas, il va, j'allais dire structurellement, coûter moins cher que si vous y alliez tout seul avec vos 500 repas jour ou 400 repas jour, si vous voulez. Donc il y a quand même un effet d'entraînement sur le territoire qui est possible par l'action comme ça d'une collectivité qui génère des volumes déjà importants. Après, sur l'aspect politique, des choses, moi je pense que ce qui est important, c'est la durée, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est là que c'est très proche des questions éducatives, c'est que c'est le domaine de la restauration collective et de la structuration de filières. Il peut pas se faire sur des coups de com'. C'est-à-dire qu'il faut, c'est l'échelle de 2-3 mandats politiques qui permet d'avoir vraiment un travail de fond avec des producteurs, enfin voilà, une continuité, quoi. Je pense que c'est ça qui est quand même important à dire, quoi. Parce que c'est des choses qui prennent du temps long. Et imaginez qu'on puisse passer d'un coup de, je sais pas moi, 20% de bio à 80% de bio en quelques années. Il faut faire très attention aux effets de bord assez néfastes qui font qu'on va se retrouver avec du bio qui vient de très loin ou avec des choix parce qu'on doit atteindre du coup très vite des taux qui peuvent être sur des coûts complètement prohibitifs si la filière n'est pas en place, quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est important cette notion de temps long, quoi, sur la restauration collective. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que Lucie, tu veux enchaîner? Merci beaucoup déjà pour vos interventions très riches et qui permettent d'avoir un bon panel de toute la vision, à la fois sur le terrain, à la fois dans les différentes métropoles. Moi, j'avais peut-être une question sur la compétition entre territoires, entre accès aux produits locaux et labellisés, parce que c'est vrai que vous parliez, Madame Chalaï, de la solidarité territoriale. Et là, je remarquais que que ce soit à Brest ou à Rennes, mais dans d'autres villes, il y a des projets alimentaires territoriaux qui se développent de plus en plus. Et c'est vrai que quand on regarde tous ces projets, on se dit que peut-être il y a de la compétition qui se met en place entre les territoires et de la compétition entre territoires, mais aussi peut-être de la compétition entre producteurs, j'imagine, pour venir alimenter les cuisines. Je ne sais pas si c'est une question vraiment qui se pose, s'il y a réellement une compétition et s'il y en a une, comment la gérer et comment réussir à que tout le monde s'entende bien. Enfin, moi, très rapidement, en répondant rapidement, quand on n'était pas nombreux, il y avait moins de compétition. La loi Egalim, elle a évidemment un aspect évidemment très positif, c'est que voilà, elle instaure un standard. Je pense qu'on se pose tous la question de la période d'ajustement, là, c'est-à-dire le temps que l'ensemble des filières et du monde agricole globalement se mettent en échelle pour répondre à 20% de bio partout en France, alors que ce n'était pas du tout le cas jusqu'à présent. Et puis on voit bien qu'il y a un certain nombre de villes, métropoles, petites communes qui se mettent sur des standards plus élevés, qui créent du coup une demande très très forte. Et là, on imagine qu'il peut y avoir un peu des tensions, quoi. Bon, après, tout ça est dans une dynamique normalement plutôt vertueuse. Donc la compétition, pour moi, si elle se fait sur un temps qui va être peut-être un peu compliqué avec potentiellement des tensions sur l'offre, dans le contexte que décrivait M. Ther, évidemment actuel, qui est en soi une tension sur l'offre. Mais bon, a priori, on va être sur des temps d'ajustement où à la fin, ce n'est pas la compétition qui va avoir, mais plutôt en tout cas une compétition positive, quoi.
sent pas de guerre, si vous voulez, là, actuellement, entre les territoires. Après, il y a une réalité, quand même, je trouve, qui est intéressante à dire, c'est que tous les territoires ne sont pas égaux. Il ne faut pas imaginer que tout soit non plus, comment dire, fongible, quoi, hein. C'est-à-dire que la compétition, elle ne se fait pas non plus complètement à l'échelle française, par exemple, ou à l'échelle européenne. À un moment, un territoire qui, en plus, a des volontés d'acheter local, du coup, enfin, vous voyez, quand on est sur un territoire comme Brest ou Rennes, il faut quand même le dire, sur des terres, des régions très agricoles, l'équation n'est pas exactement la même que. Moi, je travaillais 10 ans à Lille. Bon, voilà, il y avait des ambitions fortes à la mairie de Lille. Il y avait un peu plus de difficultés sur certains types de produits à atteindre des objectifs parce qu'ils tout simplement n'étaient pas produits localement, quoi. Donc, voilà, la notion de concurrence entre territoires, elle est aussi limitée par le fait qu'il y a un moment quand on s'approvisionne sur un territoire. Donc, on n'est pas tous normalement en concurrence au niveau national et international non plus, quoi. Tout à fait. C'est vrai que toutes les villes, enfin, tous les territoires n'ont pas la même chance de répondre aux enjeux de la loi Egalim. Et là, oui, on est sur des territoires très agricoles, mais en effet, pour des territoires plus urbanisés comme Lille ou même l'Île-de-France, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes problématiques. Pardon, Madame Chalaï, vous vouliez intervenir. Tout à fait, mais c'est vrai que là, pour le coup, l'illustration du projet Terre de Source, elle est intéressante aussi, puisque là, donc, c'est la collectivité Haut-du-Bassin rennais qui a travaillé sur ce projet et qui maintenant rassemble autour de ce projet la métropole, les communes qui sont volontaires au sein de la métropole, mais aussi le syndicat de bassin de Fougères. On va jusqu'à Dinan-Aglo. Enfin, le territoire est très élargi en se disant justement la métropole de Rennes avec tous ses mangeurs voilà, achète, consomme, mais l'effort de protection de l'eau, on le demande à des agriculteurs qui sont sur des bassins versants, qui sont à l'extérieur de notre territoire. Donc là, quand même, ce projet est intéressant dans la mesure où on se dit, eh bien, on fait un effort pour aider ces agriculteurs qui font évoluer leurs pratiques et qui, du coup, préservent la qualité de l'eau que nous, on boit. Et donc, justement, voilà, on dépasse cette question des concurrences et on essaye de réfléchir un peu plus globalement. Donc, c'est vraiment un projet très intéressant. Et après, sur la concurrence entre les types de produits, je crois, M. Guéry, vous connaissez beaucoup mieux que moi ça, mais c'est vrai qu'il y a des filières apparemment qui sont en émergence, et sur le bœuf bio, local, apparemment c'est compliqué. Enfin, il y a quelques exemples où il faut peut-être attendre effectivement que les filières se structurent. Et là, la question, c'est voilà, est-ce qu'on va quand même réussir à répondre à toute la demande qui va augmenter d'un coup dans les communes? Mais bon, effectivement, ce sera que positif. Donc, c'est-à-dire qu'il faut accompagner d'un point de vue économique aussi ces filières à se structurer, à trouver des personnes qui peuvent y travailler, parce qu'on a aussi des métiers en tension dans tous les métiers agricoles, industriels, etc. Enfin, il faut vraiment réfléchir globalement aussi. Hein. C'est pour l'approvisionnement en restauration collective, c'est tout un écosystème aussi local, économique, sur lequel il faut travailler. Et après, les PAT, moi, je découvre quand même que c'est des outils vraiment très intéressants, parce que justement, l'idée, c'est de travailler ensemble avec les acteurs. Alors, il ne faut pas être naïf, mais quand même, on a des collaborations qui sont différentes par rapport à d'autres secteurs économiques, où là, on peut être beaucoup plus dans la concurrence, la compétition. Le fait que la DRAF donne le label PAT accompagne, ça permet aussi, quand il y a des études pour aider à des développements de certaines filières ou autres, à faire des liens entre les territoires. Donc, c'est qu'à Rennes Métropole, par exemple, avec le Val d'Île, on a aussi des échanges réguliers. Il pourrait y avoir peut-être des travaux ensemble. Enfin, je pense que les PAT peuvent aussi collaborer entre eux, et donc, du coup, on dépasse nos territoires. Et Monsieur Guerrier, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment, au sein d'une cuisine centrale, s'organise l'approvisionnement auprès des agriculteurs? Est-ce que les commandes se font très en amont? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un mauvais rendement? Comment tout ça s'organise? C'est vrai que nous, on a la chance, c'est le paradoxe breton, mais en Ille-et-Vilaine, on a la chance d'avoir du maraîchage. Donc c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, toutes les régions ne sont pas égales. Et donc, nous, on a rapidement travaillé avec Manger Bio 35. En Ille-et-Vilaine, ça fonctionne assez bien. Et avec les marchés publics, hein, on a établi un cahier des charges, sourcing, marché public. Et on a le binôme acheteur public cuisinier. Donc, c'est très important. Parce qu'il faut être vraiment sur la même longueur d'onde et bien établir des vrais critères pertinents. Pas mettre, par exemple, le prix à 90% et tout le reste à 10%. Parce que sinon, c'est sûr que là... Et puis, on a fait aussi un échantillonnage des produits.
et on a évalué les produits, ce qui nous a permis au niveau de la fraîcheur notamment, les salades qui venaient de la serre d'à côté, il a été malin, le gars il les a coupées juste avant de les amener. Celles qui venaient de plus loin, elles avaient le cul tout marron, elles étaient flétries. Donc au niveau elles bougeaient encore, celles de la serre d'à côté quand elles sont arrivées. Et donc effectivement, il n'a pas eu la même note au niveau de la qualité, critères de qualité. Qualité, service, prix, clause environnementale, donc c'est des critères qui étaient importants. Après, sur 100, ça dépend combien on met de pourcentage à chacun. Donc la question c'était, bien sûr, c'était sur l'approvisionnement. Ouais, l'approvisionnement. Et donc, Et donc la difficulté, non, nous, on n'a pas trop eu de difficulté parce que il y a encore pas énormément de gens qui consomment en bio. Ça commence, il y a de plus en plus de villes qui s'y mettent, mais il y a des endroits où c'est encore un peu frileux. Il y a la question du prix, il y a la question la question politique, l'approvisionnement. Nous, quand il y a des problèmes, on change le menu. S'il y a des problèmes d'approvisionnement, concrètement, on change. Ça peut arriver, on change le menu. Les commandes, c'est un petit peu plus complexe parce que, par exemple, pour la viande, il faut au moins commander 15 jours à l'avance. Donc ça, il faut vraiment bien anticiper. S'il y a des grèves, puis que la viande est arrivée dans vos frigos, là, ça devient compliqué, il faut changer les menus. Donc, il faut vraiment s'adapter, d'autant que les menus, maintenant, sont souvent communiqués aux familles. Alors, quand il y a des changements, des gens ne comprennent pas trop, ils disent c'était marqué ça, et c'est pas ça qu'il y a eu. Donc, et puis, comme on ne veut pas balancer, nous, on trouve des solutions pour changer, modifier le jour de menu, par exemple. Mais au niveau de l'approvisionnement, non, on n'a pas eu, je sais que dans d'autres régions, ça a pu arriver, mais nous, on n'a pas eu trop de problèmes d'approvisionnement. C'est même le contraire, comme on a la chance d'avoir des serres juste à côté, on prend le véhicule et puis on va chercher des oignons quand il manque. Et puis c'est un vrai lien entre le producteur et puis la cuisine centrale. Et à l'inverse, vous avez eu des problèmes de stockage ou d'écoulement. Par exemple, j'imagine pendant la crise du Covid, comment vous avez réussi à tout écouler, les stocks que vous aviez déjà acquis? Alors non, on a un bon roulement quand même. C'est-à-dire que ça arrive 3-4, tous les jours, ça arrive à la cuisine centrale. Donc on a un bon roulement, on a un stock, je sais pas, qui est pas énorme à la cuisine centrale. Donc ça pose pas de problème. Alors pendant le confinement, il a fallu effectivement qu'on donne un petit peu les produits qui étaient puisque du jour au lendemain, on a dû arrêter de produire. Mais sinon, pendant la crise du Covid, proprement dit, là, ça a été plus compliqué parce qu'il y avait un gros problème d'effectifs. On n'arrivait pas à savoir, mais je crois que toutes les villes, c'était un peu pareil. Il y a même des articles dans l'Ouest de France qui expliquaient bien ça. On n'arrivait pas à avoir les effectifs précis parce que les enfants, ils partaient se faire tester, ils revenaient pas, personne ne savait. Donc, c'était un petit peu le bordel. On a eu vraiment des soucis pendant cette période-là. Là, maintenant, ça recommence à redevenir normal, entre guillemets. Et là, la question des effectifs, elle est importante. La question des effectifs, elle est très, très importante pour planifier les repas. Donc voilà, on est en train de voir pour un logiciel, nous, parce que maintenant, on a besoin d'une assistance informatique parce qu'on n'arrive plus à gérer cette question-là sans une assistance informatique, d'autant que aussi il y a des interactions avec les services du temps du midi pour la gestion du gaspillage alimentaire. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait un travail qui soit fait sur la différence entre le prévu, les quantités prévues, les quantités réellement servies et la mesure de l'écart entre les deux. Donc, c'est ça qu'il va falloir à un moment donné faire parce que la loi Egalim va nous demander, de quantifier ça pour mieux gérer nos flux alimentaires et ce qui peut se comprendre. Aisément. Sauf que je peux vous dire, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est facile à faire quand, je rebondis sur autre chose par rapport à la question, mais ce qui est facile à faire quand on a une petite cantine, on arrive à avoir très très peu de gaspillage alimentaire quand on cuisine sur place. Dès qu'on a une grosse structure comme nous, ou comme toutes les villes qui ont des grosses cuisines centrales, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on génère du gaspillage alimentaire de fait parce que comme on ne peut pas retourner, qu'on n'est pas réactif, on en voit plus. Et c'est soit manger, soit pour manger, mais donc on n'arrive pas à être réactif autrement. Ah, merci.
permettre de parler. Monsieur Janvier, vous pouvez prendre la parole. Bonjour Bonjour. et merci pour vos excellents exposés. Je voulais intervenir sur une question par rapport à la restauration scolaire et la difficulté de mettre en place, on va dire, un approvisionnement local. Un argument qui était souvent utilisé, c'était celui de la saisonnalité des élèves, hein, puisque les élèves prennent leurs vacances. Et comment vos restaurations ont réussi à prendre en charge ou à garantir aux agriculteurs une certaine forme de commande régulière. Enfin voilà, comment vous avez négocié avec les producteurs sur cette question-là? Est-ce que c'est toujours une question difficile pour les producteurs? La saisonnalité, ouais, non, nous, de toute façon, c'est ce qu'on disait, on travaille des produits, on évite les produits transformés, ultra transformés, à part effectivement, comme on disait tout à l'heure, le pain et les produits qu'on peut faire. Et on travaille vraiment les produits de saison. Là, en ce moment, les gamins, ils ont du chou, ils ont des carottes, ils ont des céleris, ils ont des navets, des rutabagas. Enfin voilà, il n'y a aucune tomate qui sera stockée dans notre frigo avant le mois de juillet, certainement. Donc après, oui, effectivement, ça peut poser problème. Vous parliez des vacances. Les tomates, elles arrivent en juillet, fin juin dans le meilleur des cas, mais effectivement, c'est un problème parce que c'est là que tout le monde est en vacances et qu'on a peu d'effectifs, et c'est là qu'il y a plein de tomates. Ça pose un petit problème. Donc les tomates, ils arrivent à les écouler dans les biocoop ou pour les particuliers, mais c'est vrai que nous, on en consomme moins. Alors, il se trouve que l'année dernière, on a eu de la chance. Il y avait pas mal de tomates en septembre, octobre, même début novembre, parce que c'était assez doux, le temps. Mais c'est vrai que pendant le mois mi-juillet, il y a un mois et demi, là, où juillet-août, là, où c'est compliqué les tomates. C'est dommage parce qu'on voudrait profiter. Mais ça, pour les tomates, c'est vrai que ça revient souvent à la question. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, en fait, c'était effectivement sur le modèle économique pour les producteurs, mais du coup, vous y avez répondu d'une certaine manière sur le fait que ces producteurs-là ont plusieurs canaux d'écoulement de leurs produits. Et donc, ça contribue à la stabilité de ces producteurs, quoi, en fait. Et donc, ça, c'est un élément sans doute important et qui a été révélé pendant le Covid. C'est ne pas avoir qu'un seul pied ou qu'un seul marché, mais diversifier. Si on se place du point de vue du producteur, diversifier ses marchés, ses canaux d'écoulement de ses productions, quoi. Il y a une autre notion qui est importante, c'est par exemple nos producteurs à côté, des fois, ils ont des courgettes, par exemple, qui sont un peu tachées, par exemple, et elles ne sont pas acceptées forcément par la Biocoop parce que il y a un critère de qualité. Nous, on les prend. Et ça, c'est quelque chose pour le gaspillage, parce qu'on parle du gaspillage en cuisine, mais le gaspillage dans les champs aussi, ça existe. Et du coup, nous, on prend les carottes moches, les carottes qui sont un peu comme ça, qui ont des formes bizarres. Il y en a qui s'amusent, ça fait des formes humaines un peu. Si vous avez déconné un peu avec ça, mais c'est ça aussi, on peut prendre en restauration collective, les légumes moches. C'était une autre... Je ne sais pas si le public a des questions pour nos intervenants. N'hésitez pas. Oui. Vous disiez tout à l'heure, monsieur, que le coût des ingrédients de mauvaise qualité, on ne chiffrait pas, excusez-moi, le coût environnemental et sanitaire des produits de mauvaise qualité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les produits conventionnels. Qu'on consomme. Voilà. Et sauf qu'on sait très bien quels produits sont mauvais pour l'environnement et la santé. J'imagine que c'est des produits qui sont quand même très transformés et puis qui utilisent beaucoup de produits de pesticides, etc. Sauf que c'est difficile, j'imagine, d'estimer en fait le coût à la fois environnemental et sanitaire de ces produits.
et qu'en fait, comment on pourrait, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas justement augmenter, par exemple, les taxes sur les produits, sur ces produits-là et réduire la TVA aussi sur les produits bio? C'est des propositions qui sont faites par des candidats à l'élection présidentielle et je voulais savoir un petit peu votre avis à tous les trois sur le prix, justement. Est-ce qu'il faudrait augmenter les taxes ou les réduire sur les produits de bonne et mauvaise qualité? Si j'ai été clair. Les taxes. Alors, je ne sais pas s'il faut réduire les taxes, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut que tout le monde ait accès à des produits de très haute qualité pour être en bonne santé. Et nous, on aimerait, si on avait une baguette magique, que tout le monde ait accès à des produits bio locaux et puis que la PAC contribue à faire en sorte que tout le monde produise en bio, dans le meilleur des mondes, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Je sais qu'il y a la sécurité sociale de l'alimentation qui propose des choses aussi. Il y a des personnes qui travaillent sur ces questions-là. Alors, ce n'est pas une taxe, mais c'est une autre manière de permettre à des personnes qui, a priori, n'ont pas accès au bio, qui pourraient justement avoir accès. La question du prix, c'est fondamental. Je ne sais pas, peut-être que les autres ont d'autres. Alors, on est pas mal de fonctionnaires autour de la table, c'est jamais facile on ne va pas commenter les programmes des élections présidentielles. Je contourne la question du coup, parce qu'on fait tout ça, mais c'est important quand même. Je pense qu'on commencera déjà la question de la traçabilité et de la visibilité réelle sur l'origine et comment ont été produits les produits est une première chose, quoi. C'est-à-dire que déjà, si on a tous une vision très claire là-dessus, on améliore les choses, ce qui n'est pas forcément évident. Enfin, là, monsieur, lui, travaille en direct avec un certain nombre de producteurs. On va dire que ça, c'est un schéma qui est plus simple pour avoir une vision assez directe sur ce qui est fait. Dès qu'on commande par ailleurs, effectivement, ou quand on passe comme pour nous pour un délégataire, ça suppose aussi du contrôle, quoi, hein. Donc, ça suppose... les délégataires, aujourd'hui, on voit qu'ils évoluent là-dessus, hein. Il y avait des choses où ils étaient un peu discrets, on va dire, jusqu'à présent, sur l'accès à leur système d'information. Et je pense qu'il y en a une partie qui a compris qu'en fait, si vous voulez remporter des marchés publics, il fallait qu'ils donnent accès en fait, assez direct à leur système d'information, quoi. Donc on voit là une petite évolution, nous on est en plein renouvellement de délégation, on voit qu'ils se sont en fait certains grosses boîtes là, de la restauration collective ont développé des outils en fait pour permettre d'avoir plus de traçabilité et plus de visibilité pour le commanditaire sur l'origine des produits, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, enfin des choses qu'on connaît quand on est dans le domaine mais qui sont pas évidentes, on va dire d'habitude, c'est voilà, tout le bio ne se vaut pas, hein, il faut regarder d'où il vient. Tous les labels Egalim donc aussi emportent dans ces objectifs des labels durables. Voilà, ça donne déjà quand même une vigie sur un certain nombre de labels. Tous les labels ne se valent pas non plus. Donc important de regarder quand même un peu avec des références qui existent et qui sont claires au niveau national. Bon voilà, enfin déjà si on avait tout ce qui est plus visible entraîne en général déjà un tri sur la qualité finale, quoi. Et inversement, dès qu'on n'a pas une vision très claire, on peut avoir des risques du coup de perte de qualité du produit pour l'usager final. Pour intervenir, moi, en faisant un pas de côté, peut-être rappeler quand même qu'effectivement, voilà, il y a peut-être des réflexions au niveau national ou autre, mais localement déjà, ce qu'on peut se dire, et dans la consultation citoyenne, on le voyait, hein, c'est que les habitants, ils s'identifient eux-mêmes comme les premiers acteurs du changement, et ensuite, ils attendent des collectivités, des acteurs publics, des choses. Mais ce qui est compliqué, c'est que l'acte d'achat, donc d'acheter des produits qui seraient bons pour notre santé, pour l'environnement, etc., cet acte d'achat, parfois le consommateur, il déclare des choses et il achète autre chose. Donc, c'est peut-être un travail local aussi d'information, de sensibilisation justement sur les labels, ils ne se valent pas tous parce que certains vont agir sur la préservation de la qualité de l'eau, des sols, des émissions de gaz à effet de serre, etc. En fait, c'est compliqué comme sujet. Donc, peut-être déjà aider les consommateurs à y voir plus clair pour que leurs décisions puissent peut-être aller plus vers des produits qui sont plus sains pour leur santé et pour l'environnement selon les critères qu'ils se donnent aussi. Mais après, il faut être aussi conscient que nous-mêmes, hein, en tant que consommateurs, à différents moments de notre vie, on ne va pas faire les mêmes arbitrages, on peut changer, évoluer. Enfin, justement, voilà, les filières, c'est sur le temps long que ça évolue. La consommation alimentaire aussi. Et, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais par exemple, la diminution de consommation d'alcool, ça a mis des décennies
avant d'arriver à là où on en est aujourd'hui. Donc, voilà, les comportements vers des produits plus respectueux de l'environnement et plus sains, ça prendra aussi un certain temps et il y aura peut-être des solutions qui arriveront nationalement par la réglementation qui vont faire avancer les choses, mais en fait, voilà. Quelle capacité à payer le prix juste, ça effectivement c'est très politique. Et par la sensibilisation, déjà, c'est une façon de faire évoluer un petit peu les choses. Oui, je voulais rebondir. Il y a Camille qui souhaite aussi intervenir. Je laisse la parole peut-être à Camille. Camille. Oui, pardon. Hop. Permettre de parler. Camille, vous pouvez activer votre micro normalement. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors je crois que je peux pas mettre ma caméra. Bon, c'est pas grave. Alors en fait, moi je suis en master en GMT aussi. Et je réalise mon mémoire sur les projets alimentaires de territoire. Donc cette intervention était vraiment très intéressante. Et donc moi je compare en fait celui de la métropole de Rouen avec celui du parc naturel régional du Perche. Et donc, vous en avez déjà parlé, mais ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il y avait une critique assez récurrente sur les PAT, c'était la difficulté de définir ce qu'est un produit local de bonne qualité. Et notamment le fait que parfois sur un territoire, on pouvait savoir que il y a des agriculteurs qui ne sont pas labellisés bio, mais qui mettent en place un cahier des charges qui se sont eux-mêmes imposés pour limiter les intrants, avoir une démarche plus respectueuse de l'environnement. Et que par contre, parfois dans les PAT, on pouvait s'approvisionner. Donc, sur le bio le plus local, il va être à plus de 100 km. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je serais intéressée de savoir si il ne serait pas pertinent de mettre en place des sortes d'indicateurs sur ces critères-là environnementaux et locaux, un peu plus précis dans les PAT. Alors, je sais que la loi Egalim est en train un petit peu d'être revue, il me semble, pour prendre en compte ces aspects-là. Et donc voilà, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'accessibilité et de précarité alimentaire, mais il y a cette question-là aussi du fait que les produits bio ou labellisés ne sont pas forcément accessibles à tout le monde et que parfois un produit local qui n'est pas labellisé, mais qui vient d'un producteur qui aura une vraie démarche, peut-être pas forcément aboutie, c'est déjà un bon début. Donc voilà, c'était ma question. Je ne sais pas si elle est très très claire. Alors moi, juste si je peux réagir, je pense que l'absence d'indicateurs, c'est aussi pour prendre en compte cette fameuse inégalité dont on parlait des territoires qui n'ont pas tous la même chance d'avoir des produits à 70 km de chez eux. Donc peut-être qu'éviter de mettre un chiffre sur le kilométrage du local, ça permet à toutes les collectivités, tous les territoires, de pouvoir répondre aux enjeux de la loi Egalim. Je ne sais pas si... D'accord, merci. Non, mais c'est très clair. Ça ne répond pas entièrement à la question. Nous, on est labellisé EcoCert, par exemple. On a eu les 3 carottes, là, avec le prix d'excellence. Et donc, eux, chez eux, le côté local, c'est Ille-et-Vilaine et départements limitrophes. Ce n'est pas une question de kilomètres, il faut qu'on prenne dans les départements à côté. Après, pour eux, ça n'est plus local. Ouais, pour compléter, je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris la question, mais il y a plusieurs façons d'y répondre. D'une part, quand on achète du bio et qu'on affiche des pourcentages de bio, il y a un pourcentage en conversion qui est possible. Hein. Voilà, on n'est pas obligé, quand on affiche un 80% de bio en objectif, je ne sais plus, on a le droit à 15 ou 20% d'agriculteurs qui sont dans une phase de conversion, ce qui permet quand même de prendre en compte des gens qui ne sont effectivement pas dans le processus totalement abouti.
Après, sur des grosses commandes, c'est là peut-être qu'il faut aussi faire la différence entre voilà, petites communes, petits commanditaires, plus globalement, pas communes, et puis et gros volume. On est toujours frustrés, nous, quand des parents d'élèves nous opposent l'exemple qu'ils ont vu à la télé de la commune avec 2 écoles où il y a le producteur qui vient apporter sa cagette dans l'école, parce que c'est pas la même chose quand on a 6 000 repas jour à produire. Donc on est un peu obligé quand même de s'appuyer sur des labels, enfin, si vous voulez, sur des références qui permettent quand même à un moment de fixer aussi, enfin, monsieur le rappelait, les marchés publics, c'est évidemment quelque chose d'assez strict, donc il faut qu'on arrive quand même derrière à s'appuyer sur des cahiers des charges déjà existants liés à des labels, au risque aussi de monter des usines à gaz vous voyez, sur des sous-critères liés à d'autres choses, quoi. Donc, enfin, j'essaie voilà, de répondre sans répondre totalement. Il y a des labels assez nombreux qui existent. On peut quand même se raccrocher à des choses, et tout le travail derrière de l'achat public, c'est de faire attention à aller chercher les bons labels pour les bons produits. Enfin, je crois que c'est un peu ce que vous disiez en filigrane tout à l'heure, quoi. Nous, un exemple qu'on prend souvent, c'est le poisson. De ce que j'ai compris, je ne suis pas spécialiste, mais si on achetait du poisson bio, on achèterait aujourd'hui du poisson d'élevage. Donc, pour acheter du poisson frais, il ne faut pas inscrire dans nos marchés un label bio, il faut aller chercher plutôt des labels type pêche durable qui nous permettent d'acheter du poisson frais. Donc, bon, typiquement, quand on est un port comme Rey, c'est quand même très dommage d'aller chercher du poisson d'élevage. Donc bon, pour répondre à votre question, oui, effectivement, en passant par des labels, on rate, on passe à côté sans doute d'un certain nombre de producteurs qui sont sur des démarches vertueuses et qui remplissent peut-être pas tous les critères, mais voilà, malheureusement, quand on est sur des gros volumes, on est aussi obligé de se raccrocher quand même à des repères existants, quoi, pour pouvoir derrière commander et puis s'engager nous aussi sur des quantités, quoi. Deux interventions dans la salle. Juste pour vous dire au revoir, je vous prie de m'excuser, j'ai une contrainte personnelle et j'ai oublié de prévenir au début, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup, Madame Chary, pour votre présence et pour les riches échanges que nous avons eus. À bientôt. À Merci bientôt. Nadia. Bonne soirée. Oui. famille à alimentation positive, par exemple, permettent aussi un mal à retrouver, qui permettent justement de changer les pratiques et de se remettre à cuisiner. Et en fait, le geste de cuisiner qui nous permet vraiment d'apprendre à gaspiller, de et donc cette gestion plus économe permettre d'avoir une autre façon de gérer ce budget. Je suis totalement d'accord avec vous et je partage avec votre avis, puisque en fait, je trouve que dans la loi Egalim, on chiffre beaucoup sur l'approvisionnement en produits bio, 20% de produits bio, 50% de produits durables, mais derrière, il faut vraiment qu'en complémentarité, il y ait cette éducation, en fait, puisque si on n'apprend pas à changer si on ne comprend pas pourquoi il faut changer nos habitudes, pourquoi manger moins de viande, c'est moins émetteur de gaz à effet de serre, on va vite se heurter au fait que les enfants, lorsqu'ils n'auront plus, lorsqu'ils devront se faire à manger, finalement, est-ce qu'ils auront retenu la leçon de oui, quand j'étais à l'école, j'avais davantage de légumineuses et pas de viande. Moi, je trouve qu'il faut vraiment axer sur la sensibilisation, et vous le disiez très bien, avec des animations et de l'éducation plus poussée que juste regarder ce que vous mangez.
on forme, et puis on forme aussi avec des entrées goût, physiologie du goût, comprendre la physiologie du goût, comment ça se passe. Et pour assaisonner, on devient pertinent. On devient assez, pour faire mais on a été formé, nous, c'est ce que je disais, par CQF Dégustation, ça s'appelle, à Tours. C'est des gens qui, pour certains, sont sociologues du goût, d'autres travaillent sur les neurosciences, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on déguste des choses. Et donc, qui nous ont formés justement pour être autonomes et pertinents sur nos assaisonnements. Ce que je disais au début, c'est que si on veut moins mettre de viande dans les plats, en plus, nous, on est la cuisine française, quoi. On a appris la cuisine de Bocuse. Nous, on cuisine, les cuisiniers, on a appris à cuisiner des produits nobles pour des adultes sur des temps de fin de semaine. Et là, on nous demande des produits beaucoup moins nobles. Nous, c'est carottes râpées et bourguignons, enfin, pour la viande, tu vois, et avec des plats végétariens maintenant, qu'on n'a pas appris à cuisiner, et sur des temps de semaine, et pour des publics qui vont des bébés jusqu'aux personnes âgées. Et donc, du coup, ce n'est pas la même problématique quand on nourrit un enfant et quand on nourrit une personne âgée. Et donc, c'est sûr qu'apprendre, il faudra certainement plusieurs générations, effectivement, pour pouvoir modifier les changements de comportement alimentaire. Et on voit bien que il faut vraiment être... le cuisinier tout seul ne peut pas faire grand-chose. Il faut vraiment un accompagnement. Ça s'appelle la socialisation, hein. Un enfant qui est éduqué au goût, c'est un enfant qui apprend à donner son avis et c'est un enfant qui apprend à respecter l'avis des autres. Donc, c'est fondamental de passer par cette éducation-là pour pouvoir, derrière, faire en sorte que ils mangent, ils comprennent manger moins de viande et comprendre les enjeux aussi. Je me permets de rebondir sur l'intervention, notamment pour te passer la parole, Jean-Marie, aussi sur ce sujet-là, en vous disant un peu sur la question. Je ne suis pas sûr que tu l'aies bien entendu, puisque l'intervention et les personnes en vidéo... Non, on n'entend pas les questions de la salle. Et c'est compliqué de deviner avec la caméra peut-être. L'intervention concernait, est-ce qu'au-delà de l'alimentaire, donc de ce qu'il y a dans les assiettes, est-ce que la collectivité, dans quelle mesure, est-ce qu'elle a une action pour faire évoluer les pratiques alimentaires en lien avec les objectifs climatiques notamment, voire au-delà des enfants, en lien avec les familles, dans une logique de challenge familiaux qui peuvent exister à l'occasion des PAT. Est-ce que, et du coup, la question est un peu dans le fil de celle-ci, notamment pour toi, Jean-Marie, puisque je crois que la démarche de projet éducatif territorial ou local est pas mal avancée chez vous. Vous avez une démarche d'ensemble. Est-ce qu'il y a une dynamique du coup d'implication, y compris sur ces questions alimentaires, jusqu'aux animateurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans les temps d'animation, qui ne sont pas forcément dans les temps d'ailleurs de restauration, et voire, y compris potentiellement en lien avec l'éducation nationale. Vous parliez, monsieur Guerrier, de l'association que je découvrais là, sur la neige, c'est ça. Mais voilà, est-ce que ça fait partie d'un des axes partagés du PEL, voilà, et comment est-ce qu'on peut impliquer les équipes sur ces questions-là aussi? Oui, enfin, à vrai dire, c'est essentiel. Enfin, je pense que c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que si je résume, pour moi, il y a 3 niveaux. Si vous voulez, il y a les actions d'éducation qui s'adressent aux enfants. Alors, il y en a même 4 si on parle des familles. Je pense qu'il faut être assez modeste dans ce qu'on peut faire aussi pour faire changer les comportements alimentaires au sein des familles par les enfants. C'est pas le plus simple. Voilà, il y a des choses, on sait que travailler sur le tri, sur la sensibilisation à l'environnement, c'est des choses où les enfants peuvent faire relais. Sur l'alimentation, c'est parfois plus compliqué. J'ai pas vu beaucoup d'études, c'est une des questions d'ailleurs qui nous taraude un peu. C'est voilà, est-ce que sur le long terme, il y a des études qui existent sur comment l'action d'une restauration scolaire fait ou pas évoluer ce qui se passe à l'intérieur des familles. Donc, action vis-à-vis des enfants, donc évidemment des animations sur la sensibilisation, la saisonnalité des produits, tout ça, c'est des choses qui sont importantes et qu'il n'y a pas que les animateurs qui font, l'éducation nationale le fait aussi. Deuxième niveau vis-à-vis des adultes, des encadrants, vous le disiez, la formation des animateurs. Alors, moi, il y a un premier truc, c'est partir du principe que les équipes d'animation mangent avec les enfants et mangent, enfin voilà, à table avec les enfants, considérant que le fait qu'ils mangent avec les enfants est un acte éducatif en soi, quoi. Très important, l'exemplarité de l'adulte, hein. Vous
Enfin, vous pouvez avoir tous les discours que vous voulez. Si le midi, il y a un animateur qui dit qu'il n'aime pas les petits pois parce que devant les enfants, enfin, voilà, il y a plus rien, quoi. L'exemplarité de l'adulte, elle est vraiment très, très importante. Donc ça suppose de la formation des équipes, évidemment. Et puis, troisième chose, je dis quand même, enfin, je crois que vous le disiez, monsieur, il faut aussi faire attention à pas laisser reposer toute la responsabilité sur les enfants non plus, et à dire, bah, voilà, si on explique aux enfants, bah, ils vont savoir ce qui est bon et ils vont manger ce qui est bon. Il y a quand même un travail d'aller-retour. Voilà, comme traditionnellement, nous, à Brest, on a des commissions menus, ça existe dans d'autres endroits, là-dessus, on n'est pas les seuls, heureusement. Commissions menus qui servent justement à ce qu'il y ait un retour terrain en fait, des équipes de restauration, ceux qui servent, pour qu'ils disent aux cuisiniers en cuisine centrale, ça marche pas. Non pas pour dire on arrête de servir des courgettes, mais pour dire bah, on a essayé de la présenter de telle façon, on voit que ça marche pas, on essaie de les présenter d'une autre façon, une autre cuisson, je sais pas moi, en cake, enfin voilà, il y a des choses, et ça, moi je vois que les retours G, les échanges sont très intéressants parce que c'est aussi un peu un challenge intellectuel, quoi, on va dire, pour les cuisiniers aussi, quoi, de réfléchir à tiens, bah, ok, bon, j'ai essayé comme ça, est-ce que je vais essayer autrement, est-ce que ça passe mieux, quoi. Que les trois sont importants, quoi. Il n'y a pas non plus que l'aspect, j'allais dire, descendant, quoi, d'apporter la bonne parole et d'espérer que une fois qu'ils auront compris, ils vont tous arrêter de manger des knackis et des frites, quoi. Le processus alimentaire en plus. Il y a la néophobie alimentaire. Quand on est dans un processus éducatif, c'est pas comme un aliment pour un enfant, il est potentiellement dangereux jusqu'à ce qu'il l'ait incorporé. On dit qu'il faut entre 7 et 10 fois pour qu'il l'ait accepté. Donc, on voit bien que ce n'est pas si simple non plus pour les publics de maternelle et élémentaire. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question parmi les gens présents en visio ou l'assistance. En attendant la question, je rajoute un tout petit chose qu'on n'a pas parlé, mais là, du coup, on parle beaucoup de l'âge scolaire. Mais ce que vient de dire monsieur est fondamental, ça se travaille dès la petite enfance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sur ce qui est servi dans les crèches et comment les pourcentages de bio, nous on a la même pourcentage de bio aussi de 80% dans les crèches, c'est fondamental parce que ça commence évidemment là, quoi. Imaginez qu'on puisse tout commencer à travailler uniquement en maternelle, c'est évidemment, enfin, faut le faire, mais une commune, elle a des leviers aussi pour travailler, y compris avant, quoi. Je pense que maintenant, il y a aussi une question de sensibiliser sur les plats végétariens. Nous, on le voit hein, au restaurant universitaire, lorsqu'on veut prendre un plat végétarien, souvent, ça se résume à des légumes et des pâtes. Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire pour qu'on sorte de ces clichés de steak végé ou des trucs comme ça et qu'on invente des plats un peu plus élaborés. Formation. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on fait nous, on propose alors formation à faire de la production maison. Parce que avec la loi Egalim, effectivement, on peut acheter des steaks de 7 ans surgelés bio, c'est possible, mais du coup, c'est des produits qui sont bio, mais quand même transformés, voire même ultra transformés, même si c'est moins pire. Et donc, c'est pour ça qu'on aborde la question de la formation des cuisiniers avec l'autonomie et apprendre à travailler les légumineuses. Donc, et la complémentarité entre les céréales et les légumineuses et les assaisonnements, être pertinent sur les assaisonnements avec des sauces, par exemple, ou avec des notions. D'être formé au goût, ça permet, je vais vous donner un exemple, on fait une blanquette végétale. Donc, dedans, on met des carottes, des oignons, des légumineuses, donc 3 sortes de légumineuses, on peut mettre des haricots blancs, des pois chiches et puis des lentilles, par exemple. Mais si on met que de l'eau là-dedans, des carottes, des oignons, machin, il va manquer quelque chose. Et dans la viande, il y a une petite dimension, c'est une petite astuce, hein, il y a une petite dimension umami. Vous connaissez les saveurs sur la langue, sucré, salé, acide, amer, et umami. Et l'umami, il y en a par exemple dans les algues et dans les champignons qui s'appellent les shiitake. Et donc, quand on rajoute un peu de ça dans notre préparation, bizarrement, ça fait un échafaudage gustatif qui fait que ça passe, comme je disais tout à l'heure, ça passe de bon à très bon. Et il y a une autre notion qui est importante, c'est la longueur en bouche. Quand on mange, nous, en tant que mangeurs, on aime bien que ça dure. Et des fois, les plats végétariens sont des fois pas forcément longs en bouche.
Et on rajoute, il y a des petites astuces, on rajoute des flocons de levure maltais, par exemple, dans nos plats. Et là, ça donne un petit côté parmesan et ça, pareil, ça rehausse, ça donne une dimension supplémentaire à notre plat. Et les gens sont sûrs. Mais il faut le connaître, ça, il faut l'apprendre. Il faut avoir des notions un peu même de chimie de l'alimentation. Il y a Raphaël Aumont qui a travaillé sur ces questions-là, la chimie de l'alimentation, comprendre un peu ce qui se passe, les interactions qu'il peut y avoir au niveau du palais et du cerveau avec les neurotransmetteurs, tout ça. Ça devient complexe de faire c'est une ingénierie culinaire. Il faut comprendre un peu. Il y a aussi, on n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi la question on parle de la question de la viande, mais la question de bien cuire la viande, ça veut dire des cuissons de nuit, basse température, qui font qu'il y a moins de pertes à la cuisson. C'est-à-dire qu'on pourrait en acheter moins. Nous, on achète 100 kg de viande, on fait 110 kg. Je peux vous dire que si vous perdez 40%, si vous la cuisez trop, ou alors 20%, 15 à 20%, bah sur une année, ça fait un peu de pognon, puis ça fait beaucoup moins de viande d'abattu. Et donc, ces questions-là, le juste point de coagulation de la protéine animale, pour que ça soit moins sec. Et donc, c'est important aussi. Ouais. Bon, eh bien, je pense qu'il va être l'heure de conclure cette conférence. Je tenais à remercier chaleureusement nos intervenants, donc M. Jean-Marie Cochet et M. Jean-Jacques Guerrier, qui a fait le déplacement jusqu'ici. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté. Et merci aussi à l'assistance et aux personnes présentes en visio pour votre participation très intéressante. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable soirée et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.